Alors, Philippe Lagneux propose, avec des arguments lapidaires, c'est-à-dire l'inscription que nous avons vue, comme datation pour la collégiale, la date de 1142. Je me contente d'attirer l'attention sur l'importance de cette date. Nous sommes sous Louis VI, comme tout le monde le sait. Louis VII, bien sûr. Et en 1135 a commencé, si je ne m'abuse, la construction de Saint-Denis. Et en 1145, 10 ans plus tard, celle de la cathédrale de Chartres. Donc nous sommes exactement au milieu. Je donne ces trois dates en corrélation pour qu'on puisse se rendre compte du foisonnement extraordinaire de la période. Alors, ma question, c'était à Damien Bernet. Comment met-il en rapport, parce que vous n'avez pas trop évoqué cela, comment mettez-vous en rapport votre analyse des sculptures avec cette proposition de date? De quelle date? 1142. Alors, en fait, il y a une sorte de mouvement circulaire, de dialogue entre les deux établissements que sont l'abbatiale de Saint-Denis sous l'abbatiat de Sugé et la cathédrale de Chartres sous l'épiscopat de Geoffroy de Lèves. On est dans les années... C'est vraiment, comme vous l'avez dit, une fourchette chronologique très resserrée, encore plus resserrée même. On est vraiment dans les toutes dernières années de la décennie 30 et dans les toutes premières années de la décennie 1140. Sans doute que l'essentiel est en place vers 1140, y compris à Chartres. Et Dreux arrive tout de suite après. Dreux ne se conçoit pas sans Chartres, du point de vue de la sculpture en tout cas. Je précise que maintenant, il y a de plus en plus d'éléments chronologiques et autres qui font que ce portail à statue colonne de Chartres, qui était daté vers 1145, mais quand même une date moyenne, maintenant, on a tendance un petit peu à le reculer avec d'autres arguments, et qu'effectivement, Dreux 1142 fournirait une extraordinaire jalon chronologique pour bien effectivement vieillir un tout petit peu, mettre autour de 1140 cette façade de Chartres. Dreux est un terminus en fait. Alors concernant le vitrail, terme, oui. On est donc un siècle plus tard, oui. Mais dans le même réseau d'influence. Alors c'est difficile à préciser parce qu'en fait cette fin de style 1200 qui n'en finit presque pas jusque dans les années 1230, eh bien, on la trouve sur de très très nombreux chantiers. Donc c'est difficile de dire qu'on est toujours dans l'orbite de Chartres. L'arbre de Jessé a vraiment un côté très chartrain, l'histoire de Théophile et l'enfance du Christ un peu moins. Mais c'est un style qui est tellement répandu partout que c'est difficile de le... On peut se demander si l'enfance du Christ, elle est de Dreux 1200, elle n'est pas empruntée sur l'enfance du Christ de Chartres 1140, comme l'arbre de Jessé. Non, parce qu'on n'y trouve vraiment aucun élément iconographique caractéristique. Il n'y a pas de raffinement iconographique particulier qui puisse pas de le rattacher à cette... Et la vie de Saint-Eustache non plus renvoie pas. Il y a d'autres... Alors si, effectivement, le fait d'avoir l'apparition du Christ en buste entre les bois du Cerf pour la chasse de Placide, là, on a la même chose pour Saint-Eustache à Chartres. Donc effectivement, on peut se dire que le modèle pour ce détail iconographique se trouve à Chartres. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle, Monseigneur? Oui, j'ai deux questions. Une première pour Mme Boulanger. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont entreprises aujourd'hui ou qui ont été entreprises pour essayer de retrouver d'autres fragments de la collégiale? Je crois que ça pourrait être que des recherches archéologiques sur les terrains. Alors, les érudits du 19e mentionnent des fragments qui auraient été trouvés en fouille. Alors, qu'est-ce que c'est devenu? Je n'en sais strictement rien. Ça me paraît... je ne pense pas qu'on puisse en retrouver ailleurs, parce qu'en 1938, tout ce qui était à Saint-Pierre de Dreux du XIIIe a été déposé. Il n'y a rien d'autre qui subsisterait à Saint-Pierre. Et mon autre question, c'est, je suis très intrigué de savoir pourquoi Hérode s'est retrouvé à Yel. Ou comment? Pourquoi il y est encore? Ben ça, c'est l'histoire tragique du démantèlement du décor sculpté de la collégiale Saint-Étienne. La plupart des éléments restent sur place, d'autres sont vendus, servent de maître de construction, dans Dreux même sans doute, et finissent par trouver leur chemin plus loin, alors que l'intérêt pour ces documents historiques naît, se développe.
et finit par atteindre le marché de l'art international et les États-Unis. Donc c'est un phénomène qui est hélas classique, et l'abondance du lapidaire Drouet a nourri le marché de l'art. Voilà. Ce qu'on pourrait préciser, c'est que Kramaï, quand il commence la construction, il dit bien qu'il y a énormément d'éléments qui ont été vendus, qui ont été acquis par des particuliers toujours à Dreux. Donc il peut très bien y avoir des éléments encore dans des collections particulières, pourquoi pas des vitraux et sculptés qui ont été, voilà, qui sont passés de main en main, mais par des particuliers. Hein. Et je crois que Guilherme parlait d'un chapiteau chez Dussum rare, oui. Qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs. Ça m'intrigue énormément. Il est censé être au musée de Cluny, et je ne vois pas de quoi il s'agit. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, monsieur. J'ai ici le micro, monsieur, je vous passerai. Ensuite, Damien Chantraine, j'interviens cet après-midi, mais je salue le travail que vous avez tous fait pour avoir moi-même dirigé le musée d'art et d'histoire de Dreux, et merci beaucoup pour ce regard que vous avez donné sur ces éléments de la collection, dont doit se réjouir maintenant mon successeur Clémence Poupin avec vous. Moi, j'ai une question. Donc, j'ai bien compris en fait que les chapiteaux qui sont conservés au musée et qui proviennent de la collégiale Saint-Étienne sont en quelque sorte assujettis au modèle chartrain, avec cette adaptation à ce support qu'est le chapiteau. Le style, néanmoins, semble différer. En effet, il est un peu plus grossier, si je peux me permettre, enfin pour qualifier les choses ainsi. Est-ce qu'il y a comme un dépassement de ces territoires, de cette territorialité en fait que constituent les comtés de Blois, de Dreux, dans le royaume de France, et face à cet ensemble territorial, le monde anglo-saxon, est-ce qu'il arrive que des artistes du monde anglo-saxon travaillent dans le royaume de France? Est-ce qu'il leur est permis de faire cela, ou est-ce qu'on l'encourage? Et est-ce qu'il y a des grands chantiers, je dirais, contemporains de la cathédrale de Chartres et de Saint-Denis au même moment dans le monde anglo-saxon? Alors, pour répondre, c'est quand on regarde la sculpture d'Île-de-France au début du XIIe siècle, eh bien, effectivement, elle est marquée notamment par ces très grosses têtes, ces gros yeux globuleux, etc. Donc, l'idée qu'on a plutôt avec Damien, c'est d'avoir un artiste formé, en quelque sorte, dans cet art roman du XIIe siècle, et voilà, qui a dû un tout petit peu s'adapter à un nouveau style, s'adapter à une nouvelle iconographie avec ses outils intellectuels et manuels en quelque sorte. Donc je pense qu'il est plutôt issu de ce terreau local de l'Île-de-France, avec ses difficultés de devoir s'acclimater à la nouveauté. C'est-à-dire que l'analyse qui a été donnée, enfin, l'explication qui a été donnée par Philippe Plagneux des archaïsmes dans l'architecture a été ce que moi j'appelle le primitivisme, c'est-à-dire le goût pour les époques d'avant. Le primitivisme étant l'un des principaux facteurs du progrès dans la création artistique. Bon. Alors, admettons que ça soit exact, mais que cette interprétation soit bonne. Mais ceci suppose, d'une part, que dans le domaine de la sculpture, il y ait cette même volonté de primitivisme. Ce n'est pas exactement ce que je viens d'entendre. Pas du tout ça. Et ça suppose aussi qu'on ait des idées un peu sur la communauté collégiale qui était là, qui devait partager ce type de spiritualité. Mais ça, pour le moment, c'est un trou noir. Alors, il y a, je pourrais dire, deux types de primitivisme sans le vouloir, qui se sont rencontrés en quelque sorte. C'est-à-dire un primitivisme voulu, choisi, qui est celui de l'architecture, mais qui n'empêche pas que dans toutes ces architectures primitivistes, il y a toujours un élément qui se veut un peu moderne, qui est au fait, et un primitivisme en quelque sorte qui est plus ou moins involontaire, c'est d'un sculpteur qui est guère capable de faire quelque chose. Je pense que c'est deux effets qui se sont en quelque sorte télescopés. Alors ensuite, il y a énormément de communautés canoniales qui, à ce moment, sont des communautés qui jouent ce rôle du primitivisme. Et quand c'est voulu aussi pour la sculpture, c'est le cas de Beaugency. La sculpture, elle imite plutôt des formules du XIe siècle, mais mal.
Donc on a longtemps pensé que les chapiteaux de Beaugency étaient de la mauvaise sculpture du XIe siècle. Non, c'est de la sculpture du XIIe siècle qui veut imiter, mais sans les moyens. Donc il y a peut-être deux phénomènes un peu de la sculpture et de l'architecture qui sont un peu parallèles et qui finissent en quelque sorte par se rencontrer, mais comme deux parallèles qui se rencontrent dans certaines formulations géométriques théoriques. Voilà. Et est-ce que cette analyse serait envisageable pour le vitrail ou pas du tout, un siècle après? Non, là, je ne pense pas que ce soit vraiment un côté archaïque, parce que ce style classique, il dure très longtemps partout, en fait. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment une volonté archaïque de rester dans cette optique-là. Maintenant, est-ce que c'est une question beaucoup plus large, mais autant je comprends le choix d'un plan d'une élévation en rapport avec un modèle beaucoup plus ancien pour des raisons institutionnelles, historiques, politiques. Autant je ne suis pas sûre que l'on fasse le choix sciemment pour des formules esthétiques, purement esthétiques, de type de peinture, de se référer à quelque chose de très très vieux. J'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut, c'est en dessous de fausse, mais qui est peut-être un moment une base de réflexion. On peut peut-être imaginer que cette collégiale des années 140 a des vitraux extrêmement simples, peut-être des grisailles, des choses comme ça, et que sous Robert III, qui est beaucoup plus ambitieux, qui n'a sans doute plus la spiritualité qu'avait Robert Ier, et d'ailleurs les dons, il y a des chapes fastueuses qui sont données à cette époque-là, etc., ayant totalement changé d'optique, qui lui, justement, tient à remplacer, à faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, au moins dans le programme iconographique, pour sa collégiale, dont on sait au cours de 1200, c'est un monument extrêmement prestigieux et qui bénéficie d'énormément de donations. Oui, mais par exemple, ce style classique, il dure, ne serait-ce qu'à Chartres, il dure tout au long du chantier de Chartres, jusqu'en année 1225, et il cohabite avec des choses beaucoup plus novatrices. Donc, c'est vraiment un courant parmi d'autres. Merci. Il y en a 100 ans, lui. Oui, encore un petit mot? Oui, pour faire un pas de côté par rapport à la question posée par Damien Chantraine concernant la dimension, le rapport politique le rapport entre politique et art, en quelque sorte. Le portail royal de Chartres s'inscrit dans un ensemble territorial qui est un groupe de comtés détenus par un certain Thibaut IV, comte de Blois, ce qu'on peut appeler le domaine thibaldien en quelque sorte, qui va depuis la Beauce et Blois jusqu'à la Brie et même à la Champagne. Effectivement, on observe un jalonnement de portails dans le sillage chartrain dans ce domaine thibaldien, en passant par Saint-Loup-de-Nau, Provins, Lagny-sur-Marne ou encore la Madeleine de Châteaudun. Et en réalité, le style commun à ces ensembles sculptés, on le trouve aussi dans le domaine royal capétien, et on le trouve aussi réinterprété par notre sculpteur local à Saint-Étienne-de-Dreux. Donc on voit bien que c'est un discours qui soutient une certaine prétention politique, mais qui n'est pas lié à une maison particulière. Sans doute parce qu'en fait, il sort de la matrice chartraine, qui est un lieu d'enseignement, un lieu intellectuel dont le magistère s'exerce très largement dans le nord du royaume, et que se référer à Chartres, c'est normal, indépendamment du fait que Chartres soit dans le domaine thibaldien. Voilà. Y a-t-il encore une question dans la salle? Oui. Les chapiteaux que vous nous avez montrés semblent être dans une pierre qui ne soit pas locale. Et savez-vous éventuellement déterminer l'origine? Ça, c'est la première question. Deuxième aspect, c'est que, par exemple, le linteau du portail de Chartres, du portail droit de Chartres, a été visiblement importé et sculpté au préalable sur place, dès les carrières. Ne serait-il pas possible que les chapiteaux de la collégiale soient d'importation aussi, directement sculptés? Ce qui semblerait pouvoir prouver qu'il y ait des choses communes et à Chartres et à Dreux. Je répondrai, monsieur, au premier volet de votre question pour laisser Philippe Lagneau répondre au second. La pierre, c'est compliqué. Lise Leroux, qui est géologue pétrographe au laboratoire de recherche des monuments historiques, le LRMH, ne se prononce pas. Ou plutôt, elle dit ce que ça n'est pas. Ça n'est pas une pierre de Vernon. Il n'y a pas d'inclusion de silex. Ça n'est pas un calcaire du nord des Yvelines,
comme Mantes, la Jolie, ou comme Maule. Ça n'est pas non plus une pierre parisienne, assurément. Donc qu'est-ce qui reste ? Le sud de l'Oise, c'est un peu loin, mais on peut éventuellement descendre la Seine. Est-ce que l'Eure est navigable pour la pierre à cette époque ? Je n'ai pas cette réponse. Donc ça peut venir d'un peu plus loin, en fait. Ou alors ça peut venir de très très près, sous nos pieds, mais je n'ai pas la compétence pour répondre. C'est très différent. C'est pas du Bercher. Ça n'a rien à voir. C'est un calcaire, ça c'est certain. Quant au portail au linteau de la cathédrale de Chartres, c'est pas que celui du sud, c'est toute la sculpture de la cathédrale de Chartres est une importation. Les parties sculptées, c'est du liais parisien, mais c'est du liais qui est arrivé en bloc et qui est sculpté sur place. C'est pas parce qu'au linteau il y a des petites reprises, parce qu'il a fallu les adapter au moment du montage, mais à Paris, personne n'est capable de faire ce type de sculpture encore. Donc c'est une pierre importée de Paris, mais sculptée à Chartres. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant clore la séance. Je vous suggère de nous retrouver dans 3/4 d'heure, 1 heure, pour la deuxième partie de ce colloque.